Bonjour à tous et bienvenue sur donc cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Presse Citron et notamment de Romain Vite. Alors j'avais déjà fait une petite réaction dans de ces articles côté VR, donc la chaîne Technoïde VR, vous l'avez en description. Et aujourd'hui on va parler d'un autre truc qui m'intéresse fortement, le fait que après 10 ans de fidélité, il quitte Spotify. Spotify, c'est la plus grosse plateforme actuelle dans le côté musical. Personnellement, j'utilise Deezer et j'ai aussi YouTube Music, YouTube Premium, donc YouTube Music forcément. Et ce qui fait que j'utilise principalement Deezer, notamment parce que j'apprécie l'algorithme. Le problème, c'est qu'avec les divers taxes et divers inflations qui sont arrivées, ils ont tous un peu augmenté. Et à part un qui a décidé de baisser ses prix, tout le monde a augmenté ses prix. Le truc, c'est que Spotify a plusieurs petits soucis à force. Moi, personnellement, j'aime pas du tout parce que je trouvais que la dynamique était plus écrasée et je trouvais que le son de chez Deezer était plus sympathique à écouter. Ce qui fait qu'on avait un son qui était plus chiant, à mon sens, du côté de Spotify. C'est d'ailleurs ce que beaucoup trouvent d'ailleurs du côté de chez Apple, parce que beaucoup passent sur Apple Music, trouvent que le son est mieux. Alors parce que c'est pas exactement en fait les mêmes fichiers, ce qui explique qu'il y a aussi une différence. Je sais plus si j'en avais parlé, mais en tout cas, c'est ce que j'avais vu sur un tweet qui comparait deux fichiers et on n'avait pas exactement la même signature, ce qui fait que les gens apprécient plus. Au-delà de ça, avec ces différentes hausses de prix et des justifications de Spotify qui sont pas spécialement crédibles, et sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens partir de chez Spotify pour aller chez Deezer, YouTube, Apple Music et Tidal. On va en parler, mais j'ai trouvé ça intéressant, donc peut-être que justement, alors je pense que ça reste une minorité, ça pourra balancer tout ça un petit peu ailleurs, et c'est assez intéressant. On va voir des choses justement intéressantes dans cet article, c'est ce que je voulais voir, et j'avais trouvé l'article intéressant, notamment pour quelques informations intéressantes entre les différentes plateformes. Donc ça fait 10 ans qu'il est chez Spotify, c'est des milliers d'heures d'écoute, un service pour mes proches et moi-même, et près de 2000 € d'abonnement cumulé. Pourtant, en 2024, j'ai décidé d'arrêter les frais, un peu à contre-cœur, je l'avoue, tant Spotify fait partie de mon quotidien. Mais il arrive un moment où la séparation est inévitable, on a beau insister, on ne partage plus les mêmes valeurs, et le divorce, aussi difficile soit-il, s'impose comme la meilleure solution. Petite parenthèse, sachez que vous pouvez facilement faire du transfert de playlists. Vous avez, je vous le dis, vous avez Tune My Music qui est assez connu, et de façon gratuite. Vous avez une partie payante au besoin, mais vous pouvez transférer la majorité des cas, c'est juste un peu plus chiant en général. Donc n'hésitez pas, si jamais c'est quelque chose qui peut vous bloquer, ça peut vous débloquer. La hausse de prix, c'est surtout ça qui pose problème. Durant mon adolescence, l'expérience musicale offerte par Spotify faisait rêver toute une génération. À cette époque, la musique s'achetait à l'unité, en CD, en vinyle ou en format dématérialisé. En gros, on n'avait pas de format d'abonnement, c'est comme les jeux vidéo, on avait l'avant Xbox Game Pass et l'après Xbox Game Pass. C'est le même principe. Pour les plus jeunes d'entre vous, même si je sais que j'ai surtout des vieux sur ma communauté. Me constituer une bibliothèque comme celle-ci, celle que j'ai sur Spotify, m'aurait sans doute coûté plusieurs milliers d'euros. C'est pareil pour moi. J'ai un nombre d'albums, j'ai des playlists qui font minimum 100 musiques. Avoir tout ça, ça me coûterait une blinde. Et après, c'est aussi, est-ce que j'en aurais découvert autant? C'est un autre délire. Donc, pourtant, c'est bien le prix que la plateforme qui nous a conduit vers la fin de notre histoire. J'accepte volontiers les augmentations de tarifs des plateformes de streaming, sous certaines conditions. Après tout, le marché du streaming musical n'est pas rentable, et ça, c'est vraiment un vrai truc. C'est que le marché du streaming musical ne l'est pas. En sachant qu'en plus de ça, il reverse énormément auprès des chanteurs, etc. Spotify, pourtant leader, continue de perdre de l'argent. Moins 532 millions d'euros en 2023, presque 15 ans après sa naissance. Et ça, tout ce qui est streaming, ça ne fait que perdre de l'argent. Ça ne perdure que parce qu'il y a des investisseurs qui continuent à mettre de l'argent dedans. Alors quand le gouvernement a décidé d'instaurer une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires des plateformes de streaming, déjà que c'est pas rentable, Netflix et tout, etc., mais beaucoup ne payent pas d'impôts en France, c'est pour ça qu'en général ils ont tendance à faire ça, 1,2% pour financer le CNM, donc le Centre National de la Musique. L'entreprise fondée par Daniel Ek a pris une mesure radicale mais prévisible, augmenter les prix de ses abonnements. Le client paiera, et ça c'est toujours le même problème.
La taxe, l'entreprise est taxée, forcément, qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle répercute la taxe sur les gens. Donc en fait, c'est comme s'ils nous taxaient nous, parce que vu la hausse, bah du coup, c'est plus que... Voilà, hein, c'est bon, allez, hop, on en met beaucoup plus. Spotify est la seule plateforme à avoir choisi de répercuter le coût de cette taxe sur ses clients, pour le moment. Les plus petits acteurs ont absorbé ce surcoût. Tidal a même revu ses offres à la baisse. Pour le client fidèle que je représente, cette décision apparaît comme un symbole de la philosophie de l'entreprise. J'ai accepté durant des années des hausses de prix, à la fois par habitude et par paresse. L'habitude d'une interface et des playlists qui ne souffrent d'aucune concurrence. La paresse d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai bien tenté quelques expériences, Apple Music, Deezer, Qobuz, YouTube Music, mais j'ai toujours préféré Spotify. Pour moi, ce qui fera toujours rester sur une plateforme par rapport à d'autres, c'est surtout le côté algorithme. Et l'algorithme que propose Amazon, je n'aime pas du tout. L'algorithme que propose Spotify non plus. Pour deux raisons précises, je trouve que ça va chercher trop ce qui est populaire, là où Deezer va chercher des trucs qui nous correspondent et parfois des trucs complètement inconnus. Et ça, c'est une très très grosse différence, je trouve. Qobuz, qui, pareil, j'ai pas super apprécié ça. Tidal, ça passait plutôt bien, il me semble. Et YouTube Music, qui est quand même pas mal puissant. L'avantage de YouTube Music, c'est surtout que vous êtes connecté à YouTube derrière, et donc vous avez des musiques que vous ne trouverez jamais ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, car la hausse est significative. L'abonnement Fanny auquel je suis abonné passe de 16 à 18 euros par mois, soit une hausse de 12%. Oui, donc on a du x10 par rapport à la taxe, ce qui est démesuré en fait. Le forfait classique prend 10%, inadmissible au regard du service proposé, de la concurrence et de la philosophie de l'entreprise. Il faut comprendre que Spotify commence à avoir un sacré retard par rapport à toute la concurrence, même les tout petits. Et ça, vous allez le voir juste après. Si c'était pour les artistes. Au-delà de la décision elle-même, c'est la justification de Spotify qui m'a fait franchir le pas. L'entreprise joue les victimes invoquant l'impossibilité d'absorber une taxe de 1,2%, alors que les autres le font très bien, ce qui aurait des effets néfastes sur la rémunération des artistes. Et ça va être très très drôle. Les artistes, parlons-en. Malgré sa position dominante, Spotify est loin d'avoir le modèle le plus rémunérateur pour les artistes. Selon une étude Statista de 2021, la plateforme suédoise rémunère presque 4 fois moins, donc en gros 0,0028 centimes d'euros par stream. Donc vous imaginez le nombre d'euros qu'il faut. On va voir ça juste après. Qu'Apple Music, 0,086 et 2 fois moins que Deezer. Et même que Amazon Music, qui est pourtant pas réputé pour... Voilà. Mais le mieux étant de regarder un petit peu sur quelque chose de visuel. Donc ça, c'est de 2021. Donc cette petite statistique de 2021. Ici, donc, on peut voir que Spotify a 172 millions d'utilisateurs à ce moment-là. Amazon Music en a 55. On a Tencent Music, mais bon, nous, c'est pas chez nous, donc on s'en fout. Apple Music, 60. Amazon Music 55, ça je l'ai dit, YouTube Premium 50, en sachant que, il me semble, mais j'ai un gros doute. Ah non, là c'est que pour la partie Premium, donc même la partie Premium ça rémunère pas beaucoup. Du coup, ici on se retrouve, donc, pour pouvoir gagner 1 euro sur une plateforme, voilà le nombre d'écoutes qu'il faut sur une plateforme. Donc Apple Music est le plus rémunérateur, et pour une fois qu'il se gaffe pas trop, on va pas se plaindre, donc avec 116 écoutes, ça donne 1 euro. Deezer est l'un des plus rémunérateurs aussi. En plus de ça, Deezer, et il me semble qu'il y a d'autres plateformes qui ont suivi ce truc-là, ne rémunèrent pas le label, mais rémunèrent l'artiste précisément. C'est une très très grosse différence, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que il va y avoir, en fait, donc, en gros, la plupart des artistes sont sous des labels, ces labels vont récupérer l'argent, et c'est après eux qui vont distribuer, même si telle ou telle personne a écouté plus. Deezer a voulu changer ça en disant, non, quand vous prenez votre abonnement, vous payez l'artiste précis que vous écoutez. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Par contre, on peut voir que Deezer, c'est 7 millions. C'est tout petit. Et pourtant, la plateforme, elle est très active, elle a beaucoup de titres. Elle est surtout en France, elle est vraiment déployée quasiment que en France. Mais c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Amazon Music 232 et Spotify 361 musiques à lire, ce qui est vraiment énorme. YouTube Premium, YouTube Premium et YouTube Music, c'est 680, donc c'est 2 fois moins. Donc ça rémunère pas beaucoup, en sachant que généralement les gens ont YouTube Premium, donc ils profitent de YouTube Music, du coup, l'abonnement va pas complètement à YouTube Music, donc je suppose en tout cas que ça vient de là, ce truc-là, mais je connais pas assez. Alors après, est-ce que les pubs sont pris dedans, etc. Je ne sais pas du tout là-dessus.
Et Pandora, je connais pas du tout, mais c'est assez petit. Donc ce qui fait que c'est vraiment dans les plus connus, sachant que Cobos c'est plus petit, Tidal c'est plus petit aussi, c'est les moins rémunérateurs dans les vraies plateformes, donc c'est surtout les 4 premières. Donc ce qui est quand même assez fou là-dessus. Donc ici, donc si vous voulez que vos écoutes profitent aux artistes, vous avez donc tout intérêt à passer à Apple Music. L'argument de la rémunération des artistes a donc bien du mal à passer. Beaucoup ont du mal encore à passer à Apple Music parce qu'apparemment l'interface est pas terrible. Alors après, je sais pas assez, mais on est sur des très grosses différences. C'est très joli, mais c'est pas forcément très ergonomique. Et Amazon Music, c'est pas terrible non plus en termes d'ergonomie, j'aime pas beaucoup. Quitte à augmenter son abonnement de plus de 10%, Spotify aurait pu au moins apporter des nouveautés techniques, nouvelle déception, rien ne change. Pourtant, l'entreprise a fort à faire pour se hisser au niveau de ses concurrents. Si ses algorithmes et l'interface restent une référence, la qualité audio délivrée est bien moindre que ce que proposent ses rivaux. Alors là, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Là, il y a des choses auxquelles je suis pas forcément d'accord, mais en fait, c'est surtout par rapport au prix qui est proposé. On va lire rapidement. Donc là, Atom Visual, qui est un créateur, donc l'abonnement individuel va augmenter, et pas assez qualitatif. Absence de Dolby et de qualité lossless. Alors, petite parenthèse sur ce sujet très précis. On va lire dans la foulée ça. L'absence d'audio en lossless CD ou ARS. Alors, pour le prix, effectivement, on devrait l'avoir. Mais, dans la réalité, on n'en a pas besoin. Je vous invite à regarder la série vidéo que je suis en train de faire actuellement sur tout le debug lié aux 24 bits. Donc, ce qui est indiqué ici. Dolby Atmos for Music, pour l'avoir testé, soit ça change rien, soit en tout cas sur les premiers albums qui sont sortis en Dolby Atmos, c'est vraiment pas bon. En fait, vous changez de signature, vous changez de la façon dont les instruments ressortent, et ce qui fait que ça peut être de sympathique, mais ça change pas grand-chose, à dégueulasse. Le problème étant qu'on essaie de faire un truc en 3D sur de la stéréo, ça peut pas marcher. Alors, après, on a le côté virtualisation, mais n'empêche que c'est pas forcément mieux. De très bons écouteurs feront beaucoup mieux que du Dolby Atmos for Music. Mais forcément, Dolby essaie de varier un petit peu les marchés. Et ce comparé aux propositions techniques d'Apple Music, Amazon Music, Cobuzz, Tidal, Deezer. Donc la plupart, en fait, l'avantage c'est qu'au moins, c'est-à-dire que dans leur abonnement, maintenant ça coûte cher, mais au moins on a de la qualité. On a du FLAC au moins. Ce qui peut être bien, au moins dans la tête. Je ne parviens pas à comprendre car il y a eu des annonces il y a 2 ans, puis plus rien. Et c'est vraiment dommage au fond. Mais ça peut arriver dans les mois à venir, je garde espoir. Ça, c'était quand? Le 12 mars. Alors le truc, c'est qu'effectivement, ils en parlent depuis longtemps, mais ça n'a pas l'air de venir. Ce qui est dommage, c'est que... Alors, il y a peut-être une raison à ça. Déjà, ça coûte plus cher parce que c'est plus de bandes passantes, des serveurs avec des plus gros serveurs, parce qu'il faut accueillir toute cette musique, sachant qu'il y a les podcasts, il y a les indépendants, n'importe qui peut mettre sa musique en payant un abonnement dessus. Ça fait pas tout. Donc là, on retrouve, voilà, donc ça, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on retrouve au moins, même, je veux dire, du Tidal qui est tout petit, bon, Cobuzz, c'est sa marque de fabrique, et Deezer, on l'a aussi là-dessus. Mais depuis 2 ans, voilà. Donc ça, c'est un peu le truc, c'est que, on se dit que, par rapport à d'autres, on pourrait au moins avoir ça, quoi, au moins la qualité CD, au moins le FLAC. Ou au moins ne pas réduire la dynamique au maximum pour réduire au maximum la taille des fichiers. Parce qu'il y a aussi un peu de ça. Malgré toute la patience et la bonne volonté du monde, je quitte donc Spotify. Pour qui? Apple Music, pourquoi pas? Mes premiers tests sont plutôt convaincants, mais Tidal, qui vient de lancer une offre très complète à 11€ par mois, me fait aussi de l'œil. Alors Tidal, ils sont passés par le MQA et c'était de la merde, maintenant ils sont revenus sur des formats plus standards. Donc après, n'hésitez pas à regarder. Moi, de mon avis, petit avis personnel, j'ai testé Spotify. J'aime pas les algorithmes de Spotify. Pourquoi? Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais comme ça vous aurez un petit ensemble. J'aime pas les algorithmes de Spotify parce qu'en général, les musiques qui sont proposées sont souvent très populaires ou un peu populaires. Donc ils vont mettre en avant ce qui marche déjà. Ce qui fait que ça, c'est déjà une première chose, et je trouve que c'est un effet un peu trop commercial. Moi, j'aime bien écouter des trucs qui sont pas si commerciaux que ça. Première chose. Deuxième chose. La dynamique de Spotify, dans les fichiers qui sont proposés, reste inférieure à ce que propose la concurrence. C'est-à-dire qu'entre le son le plus faible et le son le plus fort, on va avoir un effet de compression. On va avoir un effet de dynamique qui est écrasé. Ça donne un son qui va être ressenti comme plus fort, donc très bien quand on est dehors par exemple, mais beaucoup moins dynamique, beaucoup moins fun, et en fait, on a un effet plus chiant.
J'en parle aussi, et on va en parler aussi dans la série de vidéos dédiée au lossless, au 24 bits, le debunk lié à ça, et notamment lié à la dynamique, avec des exemples précis pour écouter. C'est quelque chose qui va être dépendant des artistes, bien évidemment, mais ça peut être dépendant aussi de l'algorithme magique lorsque vous allez uploader vos musiques sur la plateforme. Et donc ça peut avoir un impact. Parce que eux aussi, ils ont leur propre façon de faire, et ce qui fait que ça peut impacter la dynamique. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai ressenties quand je suis allé chez Spotify, et quand j'ai refait un tour après, une fois être passé sur Deezer depuis des années. J'ai testé Amazon Music pour voir un petit peu, vu que j'avais 3 mois gratuits. J'ai trouvé dans un premier temps que c'était assez sympa. Il manquait des fonctions par rapport à Deezer, enfin Deezer manquait de fonctions par rapport à Amazon Music, et vice-versa. Mais il y avait le truc de, on lance une musique et on veut garder la musique dans le même style sur les trucs d'après. Deezer l'a mis maintenant. Alors c'est quelque chose de sympathique, le problème étant qu'on se retrouve avec le même souci. On va avoir tendance à avoir surtout des trucs qui sont plus populaires que des trucs qui correspondent à notre style de musique. Donc on n'est pas exactement dans le même truc, et on sort même parfois de ce que l'on écoute en fait en termes de style, mais quand on regarde pourquoi ils nous proposent ça, ah bah tiens c'est bizarre, c'est super populaire. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de choses qui étaient très populaires qui m'étaient proposées. Donc c'est assez sympathique, le catalogue est complet, mais là-dessus je trouve que c'est pas terrible. La qualité par contre, la dynamique et tout, c'est très bon. YouTube Music. Alors YouTube Music, on est sur du AAC en 256. Alors c'est un petit peu plus limité. En vrai, pour voir la différence, faut vraiment y aller. Pour la majorité des gens, vous y trouverez pas réellement de différence. Attention cependant, quand vous mettez la vidéo, vous aurez la vidéo YouTube. Le truc, c'est que l'algorithme de YouTube en termes de gestion du son n'est pas le même que de YouTube Music. Donc, il faut vraiment prendre des musiques qui ont été uploadées sur la partie YouTube Music, qui se reconnaît puisque vous aurez les albums, etc. Mais dès que vous aurez la vidéo, le truc c'est que donc vous avez ce petit champ en haut de choisir si vous voulez afficher la vidéo ou juste avoir la musique. Et vous entendez en général un petit silence, le temps qu'il charge la vidéo ou le temps qu'il charge la musique. Et en fait, c'est parce que quand vous passez de l'un à l'autre, vous n'avez pas le même fichier musical. Donc vous avez YouTube Premium qui aura tendance à avoir quelque chose de plus écrasé en termes de dynamique, moins de détails, moins détaillé globalement, parce qu'on sent que c'est plus compressé. YouTube Music est beaucoup plus propre. Donc attention, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Le très très gros avantage que n'importe quelle autre plateforme n'aura jamais, c'est le choix en termes de remix, en termes de choses diverses et variées que vous n'aurez pas du tout. Et je prends un exemple tout bête. Hogwarts Legacy a quelques petites musiques d'ambiance, alors c'est dans les jardins de la partie Pouf Souffle, je ne sais plus, qui est extrêmement jolie. Et vous pouvez la voir en YouTube Music. Et donc vous pouvez la voir avec le téléphone éteint, téléchargé sur votre téléphone, pour le soir, tout ça. Et ce qui fait que ça peut vous endormir, etc. Alors la qualité sera pas forcément sera moins bonne qu'ailleurs, mais vous aurez des musiques qui sont uniques, des musiques de jeu qui sont pas possibles d'avoir dans les albums, des remixes qui ne sont sur aucune autre plateforme, des choses comme ça. Donc ce qui fait que c'est très très intéressant de ce point de vue-là. Tout ce qui est podcast, tout ce qui est même vidéo de Micode par exemple, Underscore, tout ça, on peut les voir comme ça. C'est un vrai petit plus là-dessus, parce que c'est la plateforme où on a le plus de variété possible de musique imaginable. Apple Music, j'ai testé un petit peu, alors on a le Dolby Atmos dessus. Alors pour l'avoir testé, comme je l'ai dit, il y a certains albums qui sont absolument ignobles à écouter. Certes, c'est du Dolby, mais Dolby, ça veut pas dire que c'est bien. Dolby, ça veut dire qu'en gros, ils vont appliquer leur petite sauce magique pour dire, regardez, c'est du 3D. Mais on l'a fait en stéréo, donc c'est recompressé. En gros, ils prennent un fichier où il y a plein d'instruments divers et variés, et en fait, ils essaient de trouver des algorithmes pour que quand on est en stéréo, donc juste avec ça, ils arrivent à nous faire croire que la musique est comme ça. Une oreille qui n'est pas entraînée ne le verra pas. Ne va ressentir un côté un petit peu plus spatial. Une oreille très entraînée va sentir, ok, donc il y a un pic là, ils ont mis ça en avant, c'est pas naturel du tout, c'est pas beau. Donc attention à ça. Au-delà de ça, les fichiers classiques sont corrects. Pareil, on est un peu sur le même souci que YouTube Music, c'est-à-dire qu'on est sur du AAC 256 kbps. Donc ça peut être un petit peu plus limité, on peut sur certaines musiques peut-être voir des limitations, mais ça reste encore une fois très limité dans la réalité en termes de différence. On a le lossless aussi, normalement, oui c'est ce que j'ai dit, on a le lossless, donc ce qui fait qu'on a toujours ça là-dessus derrière. Après, dans tous les cas, il faut des bons intras pour en profiter. Si vous êtes sur du True Wireless, ça ne sert à rien de mettre du lossless dans tous les cas.
Donc, ce qui fait que, voilà un petit peu ce que je pense de ces plateformes. Tidal, c'est vraiment pas mal aussi, Qobuz aussi, en termes forcément de qualité. Le fait d'avoir le choix des trucs studio, master, tout ça, on s'en bat les couilles. Prenez juste limite le MP3 320, le FLAC, c'est très très bien. Et prenez surtout, pour moi, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants. C'est la plateforme qui vous intéresse le plus en termes d'algorithme. Le problème, c'est qu'il faudra tester avec au moins un mois d'essai et l'utiliser à fond pendant ce mois-ci pour voir si vous voyez ses limitations. Moi, je l'ai vu avec une chose, c'est Amazon Music. Au bout de 2-3 mois, j'ai senti que les musiques qu'il m'était proposées revenaient. Et il n'arrivait plus à me proposer des nouvelles choses qui étaient réellement intéressantes. Il n'arrivait plus à me faire trouver des pépites. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très très dommage. Deezer, c'est pour ça que je le garde par exemple. Je trouve que l'algorithme me correspond parfaitement en termes de recherche, et qu'en plus de ça, j'ai régulièrement des playlists qui me sont proposées par rapport à des styles précis, par rapport à des artistes que j'écoute. Globalement, alors parfois il peut y avoir une petite erreur avec un truc qui n'est pas censé être là, mais globalement, je me retrouve avec des musiques qui sont agréables, qui sont sympathiques. Il y en a qui reviennent régulièrement, que je connais déjà, mais il y aura très régulièrement cette petite pépite en plus, qui fait que je suis entre 100 et 300 musiques par playlist, que vous avez dans la description. N'hésitez pas à les transférer si vous voulez les écouter sur vos propres plateformes là-dessus. Mais ce qui fait que ça peut être intéressant et important de s'intéresser à ce genre de trucs-là de cette façon-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller un petit peu plus creuser, surtout si vous aimez beaucoup la musique, ce qui est mon cas. C'est aussi pour ça que j'ai cette chaîne-là aussi qui est devenue à ce point-là dans les filles. Mais vraiment s'intéresser au côté algo, s'intéresser au côté... voir un petit peu les musiques qu'il arrive à vous faire découvrir. Moi, j'adore découvrir des nouveautés très intéressantes, et j'ai découvert des musiques absolument incroyables de toutes sortes. Juste histoire de montrer un petit peu. Donc, vous avez les musiques en description, mais imaginez-vous que... Alors, moi, la wave music, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai apprécié, parce que Deezer m'a proposé des musiques de cet artiste-là, parce que j'ai dû écouter un truc, il m'en a proposé d'autres avec les playlists d'Eli. Et je me retrouve avec... Alors là, j'en ai combien? 172. Coup de cœur métal, j'en ai combien? 165. 165. 126. 124. Alors classique, j'en ai un petit peu moins. 73. L'ambiance, ça... 148 quand même. 151 dans le chill. Après, je garde mes tops en général, parce que je trouve ça assez cool à garder en mémoire, parce qu'il y a des petites musiques que j'aime bien, mais que je réécoute pas forcément régulièrement, que je me vois pas mettre dans une playlist. Donc je les garde juste comme ça. Et dans les coups de cœur, ici, hop. Donc depuis 2014, voilà, depuis quand je commence à écouter Deezer, j'ai 271 coups de cœur. Ce qui est vraiment intéressant, et ça je le redis, c'est que c'est beaucoup de musiques qui ne sont absolument pas populaires. La popularité ici, c'est beaucoup de trucs que j'écoute. Vous voyez à quel point ça descend vite, on est déjà à moins de 2 sur ce type de trucs-là. Et là, vous allez retrouver sûrement des trucs qui sont un peu plus connus ici, mais il y a beaucoup de trucs que vous ne connaîtrez pas du tout, que j'ai découvert c'était parfois des Français. Donc c'est ça qui est très très intéressant, et c'est ça que j'aime bien, ça ne cherche pas des trucs populaires, ça cherche des trucs qui me plaisent, et je me retrouve à écouter que des trucs comme ça. Je ne sais même plus ce qui est connu aujourd'hui, et je m'en fous. Parce que Deezer me comble avec ce qu'il me propose, avec des playlists très différentes, dans des styles qui me plaisent beaucoup, et donc selon les styles, je vais aller chercher des trucs un peu nouveaux. Et dans le métal, j'ai découvert des groupes qui étaient incroyables, quelques trucs un peu nouveaux, des trucs qui sont... Mais je savais pas que ça existait. Je savais pas du tout que ça existait. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un vrai truc cool. Donc, déjà, n'hésitez pas, si vous voulez découvrir des petites choses, n'hésitez pas à les regarder sur les playlists que je vous mets en description. Merci à Romain Vite pour son petit avis là-dessus, et c'est quelque chose qui est pris par beaucoup de gens aujourd'hui, hein. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en partager, parce que c'est quelque chose d'important. Et n'hésitez pas à vous intéresser à tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis là-dessus. Je le dis toujours à la fin quand il n'y a plus personne, mais n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, sur vous, ce que vous écoutez, ce que vous prenez du vinyle, sur quelle plateforme vous êtes, pourquoi vous y êtes, ou pourquoi vous comptez vous barrer. Allez, ciao à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et c'est ici.